Un squat, je travaille à l'hôpital Marie-Lannelongue, plutôt axé sur le cathétérisme des cardiopathies congénitales enfants adultes. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous traiter 3 sujets en 1 heure, ce qui va être assez compliqué, mais on va essayer de donner les messages essentiels, à savoir sténose valvulaire pulmonaire et ainsi que sténose des branches pulmonaires. Puis l'atrésie pulmonaire à septum intact, qui est vraiment pour moi le morceau important parce que ça revêt une physiologie très particulière. Et enfin, on finira avec quelques mots sur les sténoses des veines pulmonaires, surtout illustrées. Donc, en premier, la sténose valvulaire pulmonaire, qui est une des cardiopathies congénitales les plus fréquentes, représentant à peu près 7% de l'ensemble des cardiopathies, et donc un élément à connaître sur le bout des doigts, sur la prise en charge. Et donc, c'est une sténose entre le ventricule droit et les artères pulmonaires, qui peut être de localisation variable, c'est-à-dire soit sous la valve pulmonaire, soit valvulaire pulmonaire, soit supravalvulaire pulmonaire, soit même parfois sur les branches pulmonaires. La sévérité de cette sténose est variable, allant d'une simple sténosette modérée qui ne demandera aucune prise en charge à l'atrésie de la valve pulmonaire. Cette sténose de la voie pulmonaire peut être isolée ou associée à une autre cardiopathie congénitale, formant une cardiopathie congénitale complexe, comme par exemple la tétralogie de Fallot, vous avez vu, où il va y avoir la bascule du septum conal qui va créer l'obstacle sous-valvulaire pulmonaire, qui peut être aussi associé à une sténose valvulaire pulmonaire dans cette cardiopathie. Et parfois, ça peut être dans des cardiopathie comme le troncus, qui ont nécessité la mise en place d'un tube entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Ça peut être l'évolution d'une sténose, d'un conduit, une dégénérescence sténosante d'un conduit qui a été implanté entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Donc, on va surtout se focaliser sur les sténoses des valves pulmonaires dans cette première partie de présentation, qui sont le plus souvent isolées, parfois sans syndrome génétique, mais les syndromes génétiques qu'on peut rencontrer, c'est en particulier le syndrome de Noonan, avec le faciès aussi caractéristique, et qui va donner des sténoses souvent dysplasiques, élastiques, qui répondront mal au cathétérisme et qui nécessiteront parfois une prise en charge chirurgicale. Le syndrome de Williams-Seberen et surtout le syndrome d'Alagille, qui va donner des sténoses distales très sévères de l'arbre pulmonaire, comme illustré ici sur cet exemple, avec des sténoses bilatérales distales, qu'on voit ici sur le cathétérisme, en particulier à gauche. Cette sténose sur la voie pulmonaire va créer un obstacle et donc un gradient de pression. Ce gradient de pression pourra être mesuré par une vélocité au Doppler ou de façon indirecte par la mesure de la pression dans le ventricule droit évaluée sur l'IT. Lorsque sur l'IT, vous aurez une pression élevée, eh bien, ça ne veut pas dire par abus de langage qu'il y a une hypertension pulmonaire. Hein. Vous savez que les cardio-adultes ont l'habitude sur l'IT de mesurer la pression pulmonaire directement, mais en fait, ça, c'est une approximation. Ça dépend de la présence ou non d'un obstacle sur la voie pulmonaire. Donc, ce qu'on mesure sur l'IT, c'est la pression dans le ventricule droit. Et donc, si elle est élevée, soit il faut rechercher un obstacle sur la voie pulmonaire, soit effectivement, il peut y avoir de l'hypertension pulmonaire. Ça, c'est un piège classique à bien connaître dans la prise en charge des cardiopathies congénitales. Donc, cet obstacle sur la voie pulmonaire va créer une hypertrophie adaptée du ventricule droit. Et puis, dans les formes les plus sévères, ce qu'on appelle les sténoses critiques, ou dans l'atrésie pulmonaire septum intact, comme on va le voir après, il peut y avoir une dutodépendance pour la perfusion pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de passages antérogrades par la voie pulmonaire qu'il y a nécessité d'une perfusion pulmonaire par le canal. Et un shunt à travers un FOP est nécessaire pour maintenir le débit systémique. Donc, ce shunt droit-gauche générera une cyanose réfractaire et donc on parlera de sténose critique lorsqu'il y a un shunt droit-gauche interatrial. Les circonstances peuvent être soit de type anténatale, soit postnatale sur un souffle cardiaque isolé, cardiaque associé lorsque c'est associé à une cyanose, lorsque c'est pulmonaire critique. On peut entendre ici le souffle cardiaque du nourri de l'enfant qui peut aller vers une valvulaire qui sera de découverte chez les soins et chez l'enfant. Excuse-moi Sébastien, il y a juste le son qui est pas bien, on entend très mal. Est-ce que tu peux régler juste ce… Quand je parle ou le son du souffle? Non, quand tu parles. Depuis le début? Non, là, juste là, depuis… Ok, c'est l'interférence avec le bruit du souffle. Donc, je vous mets juste le souffle pour que vous l'entendiez de façon isolée. D'accord.
Voilà, ça, c'est le souffle. Et puis, donc, l'examen clinique, habituellement, pas de retard de croissance, pas d'essoufflement. C'est une cyanose réfractaire qui n'est pas associée à une détresse respiratoire et qui est liée au shunt droit-gauche lorsqu'il s'agit d'une cyanose valvulaire pulmonaire critique du nouveau-né. Et donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de mesurer la saturation chez le nouveau-né, comme on a dû vous en parler précédemment. L'analyse échocardiographique de la valve pulmonaire, intérêt du courax, que ce soit en parasternal ou en sous-costal, pour bien dégager la valve pulmonaire. Ici, on voit une valve dysplasique avec une ouverture en dôme. Pas de sténose supravalvulaire associée ou sous-valvulaire. C'est vraiment un obstacle qui est ici valvulaire, avec une accélération en Doppler couleur. Et puis, ici, vous aviez sur le Doppler continu l'accélération sur la valve pulmonaire qui était à 5 mètres. Donc, vraiment une accélération très, très significative, un obstacle très marqué. Et ici, ce qu'il faut rechercher de façon associée à la sténose valvulaire pulmonaire, c'est un canal artériel qui chante de la gauche vers la droite et qui assure aussi un complément de perfusion pulmonaire, en particulier dans les formes du taux dépendantes. Voici une autre forme avec cette fois-ci un obstacle qui est un peu plus haut situé, qui est en partie supravalvulaire et qui sera peut-être de moins bons résultats au cathétérisme. Un autre exemple du gradient, cette fois-ci un gradient à 4,6 mètres. Donc, vous voyez des obstacles qui étaient sévères dans ces exemples. L'hypertrophie ventriculaire droite, alors là, il y a une fuite tricuspide qui n'est pas anodine, qu'il faut éventuellement rechercher de façon associée, qui nous permet de mesurer la pression dans le ventricule droit. Et ici, on avait une pression ventriculaire droite à 6 mètres par seconde, vous voyez, à une PVD à 170. Donc, c'était une sténose valvulaire pulmonaire probablement vieillie, qu'on en a vu sur un cas importé de prise en charge tardive et qui avait un obstacle extrêmement sévère avec une pression ventriculaire droite suprasystémique. Et donc, rechercher, y compris en sous-costal, le shunt droit-gauche interatrial qui reflète la mauvaise compliance du ventricule droit sur un ventricule droit hypertrophié et qui signe le caractère critique de la sténose valvulaire pulmonaire. Quelle imagerie complémentaire est nécessaire pour l'évaluation d'une sténose valvulaire pulmonaire? On parle bien de sténose valvulaire pulmonaire. Dans ce cas-là, aucune autre imagerie n'est habituellement nécessaire. Par contre, s'il y a des sténoses supravalvulaires, des sténoses des branches, des hypoplasies associées, là, on peut avoir besoin de faire un angioscanner des artères pulmonaires qui permettra de bien améliorer, d'analyser la morphologie des artères pulmonaires et de préparer le choix de prise en charge. Et actuellement, une scintigraphie de perfusion permettra d'analyser le retentissement avec des éventuelles asymétries qui signeraient le retentissement d'une sténose unilatérale d'une branche pulmonaire. L'IRM n'a pas vraiment d'intérêt pour la quantification des obstacles, mais peut avoir un intérêt par contre, comme on a dû en parler dans d'autres sujets, pour évaluer la volumétrie du ventricule droit et évaluer la sévérité de la fuite pulmonaire lorsqu'il y a une fuite pulmonaire associée ou isolée. Donc, quelle est la prise en charge de la sténose valvulaire pulmonaire? La sténose valvulaire pulmonaire critique néonatale est une urgence de prise en charge. Elle nécessite le maintien de prostine pour la perfusion pulmonaire, le transfert médicalisé dans un service de cardiologie pédiatrie avec accès au cathétérisme. Et en première intention sera proposé un cathétérisme avec dilatation valvulaire pulmonaire percutanée. Pour la sténose valvulaire du nourrisson et de l'enfant non critique, c'est-à-dire sans cyanose, sans shunt droit-gauche, là, l'indication sera portée sur la sévérité de l'obstacle du gradient et ce sera un geste pareil percutané qui sera ambulatoire et programmé. Les cut-offs retenus sont assez larges et globalement, à partir d'un gradient max en écho supérieur à 40 mm de mercure, on peut commencer à envisager et à discuter au cas par cas avec votre référent cardiopédiatre. Voici un exemple d'une dilatation valvulaire percutanée. Donc, en angiographie, on voit un obstacle valvulaire, une petite dilatation post-sténotique de l'artère pulmonaire qui va plutôt signer une bonne forme et donc un obstacle valvulaire pur. Et puis, la même chose avec cette fois-ci une valve un peu plus épaisse, mais pareil, une dilatation post-sténotique de l'artère pulmonaire, ce qui va plutôt être un bon élément. Et donc, on amène un guide, on gonfle un ballonnet et vous allez voir ici, hop, la rupture d'incisure. Donc là, c'est la bonne ouverture des commissures et ça signe un bon résultat. Lorsque vous n'avez pas cette rupture d'encoche au ballonnet, en fait, ça signe plutôt souvent des formes atypiques, élastiques, où on peut avoir un certain degré de resténose élastique. Et donc, le résultat au cathétérisme et l'aspect au cathétérisme lors de la dilatation est un des éléments qui va conditionner aussi le résultat et le devenir. Si on est finalement sur une forme atypique avec une sténose supravalvulaire
une valve très épaisse qui s'ouvre de façon élastique avec un certain degré de resténose, il peut arriver parfois qu'une indication chirurgicale soit nécessaire pour lever l'obstacle par la suite, en particulier lorsque c'est des formes associées au syndrome de Noonan. Habituellement, par contre, lorsqu'il s'agit de bonnes formes avec un bon résultat du cathétérisme, on peut avoir un devenir qui sera comparable à la population générale. Les sténoses légères à modérées, il n'y a pas forcément d'indication, il n'y a pas d'indication à une intervention avec un devenir comparable à la population générale. Et pour les sténoses sévères, à ce moment-là, une fois que la prise en charge a été bonne, habituellement le devenir à long terme est bon. Ça peut se faire parfois auprès d'une fuite pulmonaire qui est très très longtemps bien tolérée et qui pourra faire évaluer à l'adolescence ou à l'âge adulte éventuellement une indication de revalvulation, que ce soit par voie percutanée ou chirurgicale en fonction des aspects anatomiques. Un tout petit mot, parce que quand on parle de valve, on parle toujours d'endocardite. Alors, une endocardite sur valve pulmonaire native, c'est absolument exceptionnel. Et donc, une sténose valvulaire pulmonaire ou une IP n'est pas un élément à haut risque qui justifie du coup de mesures de prophylaxie médicamenteuse. Ce n'est pas considéré comme une anomalie à haut risque. Par contre, l'endocardite, c'est une complication connue des tubes ou des valves prothétiques entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, où là, il faudra être extrêmement prudent et vigilant chez tout patient qui signale une fièvre prolongée et chez un patient qui a une tube ou une valve pulmonaire. Et ces patients-là doivent avoir une éducation appropriée pour savoir comment réagir et bien prendre les prophylaxies en cas de geste dentaire. Et toute augmentation brutale d'un gradient sur un tube ou une valve pulmonaire artificielle doit faire penser à une endocardite et à un avis avec une prise en charge expert rapidement. Si on regarde maintenant un peu la prise en charge des sténoses de branche, la sténose de branche peut survenir dans différentes situations, soit le plus souvent en évolution, en association à une cardiopathie complexe, comme par exemple la tétralogie de Fallot, où on peut avoir parfois des sténoses de branche associées. Soit ça peut aussi être des complications évolutives après une prise en charge, comme par exemple dans les troncus, où on peut avoir des sténoses de branche. Et l'appréciation d'une sténose unilatérale se fera sur un défaut de perfusion, éventuellement scintille, alors que l'appréciation d'une sténose bilatérale, elle se fera sur l'appréciation de l'élévation de la pression dans le ventricule droit. Une sténose unilatérale ne donne pas d'hypertension ventriculaire droite, ne doit pas faire monter la pression dans le ventricule droit. Si vous avez une élévation de la pression dans le ventricule droit avec des sténoses de branche, il y a forcément soit un obstacle bilatéral, soit un obstacle qui prend le tronc, mais ça ne peut pas être une sténose unilatérale. Et les indications de prise en charge sont variables en fonction du retentissement. Parfois nécessitent du stenting, comme illustré dans cette cohorte internationale qui a repris les différents gestes de cathétérisme les plus fréquents. Et donc, on voit que les dilatations de sténose valvulaire pulmonaire sont pareil, une indication fréquente, ainsi que les angioplasties sur les branches pulmonaires incluant des stents. Donc, en pratique, on essaye de faire des angioplasties au ballon seul, mais souvent, c'est des lésions élastiques qui peuvent se reformer, qui peuvent nécessiter la mise en place de matériel et de type stent. L'angioplastie au ballon seul peut éventuellement bien marcher sur des lésions post-opératoires, c'est-à-dire des zones qui ont été plastifiées par le chirurgien et qui ont une espèce de rétractation. Et là, la dilatation au ballon seul peut marcher. Donc, on essaye, quand il y a des lésions des branches qui portent l'indication de traitement, on essaye toujours en premier temps une angioplastie. Et si ça ne suffit pas, on peut être amené à stenter, avec la précaution de savoir que le stent va être réservé à des diamètres de stent qui sont de calibre adulte, puisque vous le savez bien, nous n'avons pas actuellement des stents qui sont nous n'avons pas de stents qui sont capables de grandir et de croître avec la croissance. Donc vraiment, c'est normalement une technologie qu'on réserve pour les grands enfants ou les adultes, ou alors vraiment en rescue dans les formes post-opératoires non accessibles. Ici, quelques exemples, notamment posés par donc ici une sténose de l'artère pulmonaire droite qui avait été traitée avec un stent qui débordait dans le tronc avec une indication de revalvulation pulmonaire. Vous voyez, le stent du coup gêne l'artère pulmonaire gauche, donc on est obligé de réouvrir les mailles du stent vers l'artère pulmonaire gauche avant la mise en place ensuite d'un stent dans le tronc qui va permettre la mise en place d'une valve pulmonaire percutanée. Donc des formes en kissing, ici c'était en bas à droite une réouverture vers la branche lobaire supérieure droite. Donc il y a différentes techniques, mais c'est des gestes qui sont un peu complexes. Ici, la prise en charge d'une sténose distale. En fait, c'était une abso avec ça, c'était une collatérale et donc communicante. Et en fait, on voit que la partie communicante entre la paix droite
gauche native et collatérale était sténosée et on a été amené à la stenter pour améliorer le débit global de perfusion de l'artère pulmonaire gauche. Donc, les gestes d'angioplastie et de stenting de branche peuvent s'intégrer dans des réhabilitations de la voie pulmonaire dans les patients qui ont une atrésie pulmonaire à septum ouvert. Et dans le cours dédié, je pense que ça sera aussi abordé. Mais là, l'angioplastie des branches et le stenting des branches peut trouver sa place pour aider à faire croître l'arbre pulmonaire. Ça s'intègre dans une réflexion médico-chirurgicale globale. Ici, un exemple de lésion post-opératoire où on avait une occlusion complète post-opératoire de l'artère pulmonaire droite. Et du coup, là, il y a un stenting qui a été réalisé à visée palliative pour éviter de perdre cette artère pulmonaire droite qui n'était plus perfusée en post-opératoire, avec un résultat qui était correct. Mais malheureusement, le fait d'avoir un stent de petite taille qui ne va pas suivre la croissance et qui va nécessiter plus tard une reprise extensive chirurgicale pour essayer d'ouvrir ce stent. Et les chirurgiens n'aiment pas du tout aller travailler dans des artères pulmonaires où il y a du stent parce que c'est des mailles qui sont assez coupantes, assez dures à ouvrir et ça leur rend plus difficile le geste ultérieur de plastie et de réhabilitation des branches. Notamment l'équipe de Bruno Lefort à Tours développe la prise en charge hybride, c'est-à-dire qu'ils vont en fait positionner un stent dans les branches par voie chirurgicale pour avoir une exposition directe sur la sténose, un positionnement parfait. Ça peut être une alternative qui n'est pas forcément réalisée partout, mais qui est à connaître. Et le problème de ces angioplasties, de ces sténoses traitées par stent dans les branches pulmonaires est bien sûr le risque de resténose et de mismatch avec croissance. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on s'adresse à des patients syndromatiques qui ont une tendance à avoir une prolifération inflammatoire beaucoup plus importante dans les stents par la suite. Donc les gestes, par exemple, d'angioplastie multiple sur les sténoses distales d'Alagil ne donnent pas de très bons résultats à long terme, avec des nécessité de multiples recathétérismes, des résultats qui sont souvent pas très bons sur la pression ventriculaire droite et des sténoses prolifératives qui viennent souvent compliquer l'évolution. Aussi quelques exemples de problèmes avec des stents qui, avec la croissance, se sont devenus mismatch ou se sont fracturés. Il faut après les casser, les ouvrir un peu plus pour pouvoir accommoder le diamètre à l'âge adulte. Donc, si on peut éviter le matériel, il faut toujours. Et en synthèse, avant de se lancer dans des angioplasties des branches pulmonaires, ça doit être vraiment une réflexion concertée avec l'équipe chirurgicale dans une stratégie globale de prise en charge des cardiopathies complexes. Ce n'est pas comme la sténose valvulaire pulmonaire où c'est un traitement définitif, juste une fois, entre guillemets, un petit geste d'angioplastie au ballon sur la valve et l'évolution sera bonne. Là, on part dans la prise en charge de cardiopathies plus complexes et donc ça s'intègre dans une réflexion globale avant de faire ce type de geste d'angioplastie ou de traitement sur les branches. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la sténose valvulaire et sténose des branches. Peut-être, Amouda, si on peut laisser 2 minutes de questions, s'il y en a, je vais mettre sur le chat. Oui, bien sûr. Donc, même les participants, vous pouvez activer votre micro un par un pour poser des questions si vous souhaitez. Et comment je fais pour voir le chat, moi? Tac. Donc, là, tout en haut à droite, conversation. Le truc plus, ouais, donc converser, et tu peux rentrer dedans, tu vas avoir des questions. Pour le moment, on en a pas. Donc, c'est. Voilà, c'est ça. On entend très mal. On n'entend pas le souffle. Bon, ok. Ok, pas de questions sur la sténose valvulaire pulmonaire, sur la sténose des branches. Donc, on enchaîne. Gros morceau sur l'atrésie pulmonaire à septum intact. Donc, voilà, concentrez-vous bien. Ça, c'est la partie importante de ce cours. Donc, atrésie pulmonaire à septum intact. Une cardiopathie moins fréquente que la sténose pulmonaire, qui représente à peu près 2 à 3% des cardiopathies congénitales, qui est la troisième cardiopathie cyanogène par ordre de fréquence, qui touche plutôt le garçon avec un sexe ratio que très modéré, et parfois dans les grossesses gémellaires. Donc, la définition, c'est une atrésie de la valve pulmonaire, c'est-à-dire sans passage, et à septum intact, c'est-à-dire sans CIV, par opposition à l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. Mais parfois, vous avez dans cette maladie une micro-CIV musculaire, micro-CIV périmembraneuse. On va quand même parler d'APSI parce que c'est sur la morphologie et l'aspect global de la maladie qu'on parlera d'APSI, même s'il y a une micro-CIV associée. Le principal problème de l'APSI sera la morphologie, le degré de développement du ventricule droit.
Cette hypoplasie du ventricule droit sera variable, allant du ventricule droit unipartite jusqu'au ventricule droit bien développé tripartite, et ce qui fera tout le pronostic de la maladie. Qui associe aussi parfois une fuite tricuspide qui va être de sévérité variable et qui peut avoir un substrat organique avec des lésions de la valve tricuspide, des tractions sur les cordages, des petits anneaux, tricuspides, et qui peuvent donner soit une fuite, soit même parfois des sténoses tricuspides associées. Un autre élément que l'on va voir va être la prise en charge de fistules coronaires qui va aussi conditionner la prise en charge. Et la psy est bien sûr une cardiopathie extrêmement grave qui est létale sans prise en charge. Et les quelques formes qui survivent sans prise en charge sont des formes où finalement il y avait un canal artériel qui est malformatif, qui a persisté et qui reste ouvert, puisque c'est une cardiopathie ductodépendante, comme on va le voir. La psy est rarement associée à des anomalies génétiques. Et la théorie pour son développement et pour l'apparition serait qu'une anomalie anatomique du côté droit va diminuer le flux sanguin vers le ventricule droit. Et vous savez donc que les cavités cardiaques se développent au prorata du sang qui les traverse. Et donc, si une petite anomalie fait qu'il y a moins de sang vers le ventricule droit, le ventricule droit est hypoplasique, il y a moins de sang qui passe à travers la valve pulmonaire et celle-ci se développe moins et éventuellement peut se fusionner et devenir atrétique. Et ça dépend, le degré d'apparition de cette maladie est plus ou moins tardif et sera aussi dépendant du degré de développement du ventricule droit. Et en fait, plus la psy est précoce, plus le ventricule droit sera hypoplasique. L'autre corollaire, et ça, vous avez à gauche le schéma normal de la circulation cardiaque fœtale. Et lorsque vous avez une atrésie pulmonaire, donc vous avez atrésie pulmonaire septum intact, vous avez donc quasiment tout le débit cardiaque combiné qui va passer par le foramen ovale et le ventricule gauche. Et dès la période anténatale, le flux va se faire de l'aorte vers l'artère pulmonaire pour la perfusion pulmonaire. Donc vous allez avoir une géométrie du canal artériel qui ne sera pas du tout la même qu'habituellement, avec un canal de plus petite taille et qui aura cette forme de trajet inversée par rapport à la norme. L'isthme, par contre, du coup, reçoit quasiment tout le débit cardiaque, qui du coup est extrêmement et très large et développé, aussi gros que l'aorte descendante. Donc, en anatomie, on va revoir les différents points essentiels à noter et à évaluer par l'échocardiographie par la suite. Donc, on a d'abord l'atrésie de l'orifice pulmonaire, qui peut être une atrésie uniquement membraneuse du plancher valvulaire pulmonaire ou une atrésie associée de l'infundibulum pulmonaire. Ici, un exemple anapathe avec un infundibulum qui est développé. Et quand on regarde par l'artère pulmonaire, on voit 3 cuspes, mais l'absence de valve perforée au milieu. Donc ça, c'est une forme plutôt membraneuse. Voici l'aspect que ça donnerait en échocardiographie. Et puis, à l'inverse, une forme où, à gauche où on a des sinus un tout petit peu développés, mais très peu, et pas de sinus à gauche du tout, pardon, et à droite, des sinus un tout petit peu développés. Donc des formes où cette fois-ci, l'atrésie sera surtout sous la valve et avec une atrésie qui sera aussi infundibulaire. Donc là, on n'a pas de flux antérograde à rechercher en courax, que ce soit en parasternal ou en sous-costal, avec l'atrésie. Et puis, vous voyez ici, pas de passage antérograde. Et le seul flux qui vient, c'est du flux rétrograde qui vient d'un canal artériel. Voici l'atrésie en vue KT sur un ventricule droit qui, cette fois-ci, était plutôt bien développé, avec une fuite tricuspide que l'on peut aussi deviner ici. Ça, c'est une bonne forme avec une atrésie qui est membraneuse, par opposition à des atrésies infundibulaires que l'on va voir après. Donc, le ventricule droit est anormal. Il est hypertrophié puisque la pression est assez élevée en son sein, avec une cavité qui peut être parfois virtuelle. Et sinon, il faut aussi évaluer si le caractère tripartite, comme la norme, c'est-à-dire tripartite, ou alors bipartite et unipartite. Donc, voici les 3 aspects normaux du ventricule droit, avec une chambre d'admission, une chambre trabéculée et une chambre d'éjection. Et on peut avoir un degré d'hypoplasie plus ou moins marqué de ces 3 composants, avec la chambre d'admission qui est le plus souvent présente, qui peut être, et le ventricule droit peut être réduit à son composant dans 2 à 10% des cas, c'est les formes les plus sévères. Parfois bipartite avec l'inlet et la voie d'éjection seulement, et c'est la chambre trabéculée qui va être comblée. Et parfois tripartite où les 3 chambres sont bien développées. Donc, voici quelques exemples par la suite pour l'illustrer. Ça, c'est un ventricule droit normal avec un bel aspect bien développé. On a la valve pulmonaire imperforée, mais vous voyez, vous avez un ventricule droit qui est tripartite, hypertrophié, mais tripartite.
avec son composant outlet, son composant travéculé et sa chambre d'admission. À l'inverse, vous avez ici la forme la plus sévère avec la chambre travéculée qui est complètement oblitérée par du muscle et la cavité ventriculaire droite qui est réduite à sa partie d'admission, avec une oblitération ici, une atrésie complètement de l'infundibulum pulmonaire et un orifice tricuspide qui du coup était aussi hypoplasique. Voici ce que ça peut donner en échocardiographie sur des formes plus sévères, avec une hypertrophie très importante, une chambre travéculée qui est comblée et quasiment un ventricule droit réduit à sa partie d'admission. Il faut balayer dans les différentes coupes pour pouvoir voir les trois composants. Ici, sur le corax, on va voir plutôt la voie d'éjection et la chambre trabéculée avec un ventricule droit sévèrement hypertrophié et hypoplasique. Un autre aspect avec un ventricule droit, une chambre d'admission un peu plus développée, mais pareil, une chambre trabéculée qui est complètement remplie. Vous voyez l'oreille droite qui est un peu dilatée, il doit y avoir une fuite tricuspide et le champ droit gauche avec le septum qui bombe vers l'oreiller de gauche. Et puis en caté, ce que ça donne avec ici des trabéculations qui viennent combler la pointe du ventricule droit et juste une chambre d'admission qui est présente, un petit infundibulum pulmonaire qui est présent mais qui est très réduit avec une atrésie pulmonaire. Et on voit ici une fuite tricuspide avec une oreille droite qui est dilatée par la fuite tricuspide. Encore quelques exemples anapales pour vous illustrer ces différents aspects du ventricule droit que l'on peut observer avec ici un apex et un outlet comblé. Ici, le ventricule droit tripartite plutôt bien développé et encore ici des formes avec des apex comblés. Alors, comment évaluer au-delà de la morphologie uni, bi et tripartite qui est assez visuelle, on peut aussi, de façon quantitative en cas de cavité, essayer de mesurer la surface du ventricule droit. Et il y a des facteurs discriminants qui ont été étudiés. Et globalement, si on a un ventricule droit qui fait entre plus de 6 à plus de 8 cm² par mètre carré de surface corporelle, c'est plutôt un ventricule droit qui sera de bonne surface et qui pourra permettre du biventriculaire. Et l'autre façon d'évaluer la taille du ventricule droit, c'est aussi de mesurer la taille de l'anneau tricuspide, puisque finalement, il y a une corrélation assez étroite entre la morphologie, la taille du ventricule droit et la taille de l'anneau tricuspide. Donc, on mesure le Z-score de l'anneau tricuspide. Et donc, ça, troisième élément donc, à analyser en transition, la valve tricuspide anormale, qui peut être soit hypoplasique, dysplasique, parfois epsteinoïde, dans 10 à 15%, avec un déplacement de ces points d'implantation. Elle peut être sténosante ou fuyante, le plus souvent fuyante, qui va occasionner une dilatation de l'oreille droite, et ça va être un point d'appel en radio où on aura un élargissement de la silhouette cardio-médiastinale. Le Z-score de la valve tricuspide va être corrélé à la taille du ventricule droit, et tout est intriqué, c'est-à-dire que une hypoplasie de la valve tricuspide va être associée à un petit ventricule droit, il va être associé à la présence de fistule coronaire, et les fistules coronaires, comme on va le voir après, sont aussi corrélées à la morphologie du ventricule droit. Voici un exemple de déplacement de l'implantation de l'anneau tricuspide, comme on peut le voir dans des formes epsteinoïdes par rapport à l'implantation classique. Ici, la même vue en vue transverse sous-costale, avec cette implantation un peu plus apicale de la valve tricuspide. Et ici, une autre forme de fuite tricuspide assez sévère sur finalement une restriction des cordages épais raccourcis et qui donne une fuite tricuspide assez importante. Et ce qui est aussi assez intéressant avec la valve tricuspide à comprendre, c'est que paradoxalement, dans l'évolution et en particulier après éventuellement perforation ou des obstructions, la fuite tricuspide va être corrélée à la surface du ventricule droit. Et plus la fuite sera importante, plus la surface du ventricule droit va être grande. Parce qu'en fait, la fuite tricuspide va par la suite aider à faire grandir ce ventricule droit. Et donc, une fuite tricuspide, finalement, peut être plutôt un bon élément pour permettre une croissance par la suite du ventricule droit et finalement permettre que ce ventricule droit évolue vers une réparation biventriculaire et non pas vers une réparation univentriculaire. Puisque une surcharge, ça fait une surcharge, une augmentation de la précharge du ventricule droit et ça va l'aider à se remplir et à se développer. Hop. Donc, quatrième élément, l'OD. L'OD peut être dilaté s'il y a une fuite tricuspide et un FOP ou une CIA sont obligatoires avec un champ de droite-gauche dont il faudra rechercher le caractère restrictif qui pourra être à l'origine d'une grosse oreille droite et d'un gros foie si jamais le FOP est restrictif comme sur cette image. Donc ça, c'est aussi un des éléments à rechercher et le FOP peut être restrictif durant l'évolution, pas forcément initialement dès la prise en charge néonatale, mais il peut se restreindre avec l'évolution. Donc ça fait partie des éléments de suivi de ces enfants. Donc, en ce qui concerne l'arbre artériel pulmonaire, et là, il faut bien faire l'opposition entre l'abso et l'abscie.
D'ailleurs, c'est pas des bons mots c'est pas une bonne appellation de abso pour la cardiopathie qui est reliée, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, qui est plus une forme, ce qu'on appelle de tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, où là, le pronostic de cette maladie va être lié au degré de développement des branches pulmonaires. D'accord? Et bien ça, c'est très différent de l'APSI, c'est pas du tout la même anomalie, où là, l'arbre artériel pulmonaire, il est de taille variable, mais plutôt habituellement de morphologie conservée et plutôt de bonne taille habituellement. Et la perfusion pulmonaire est bien sûr ductodépendante puisqu'il y a une atrésie de la valve pulmonaire. Donc cette cardiopathie fera partie des urgences de prise en charge néonatale. Avec ici ce canal malformatif tel que je vous l'avais montré, avec une naissance de la concavité de la crosse aortique, avec ce trajet souvent anguleux, gauche-droit, et cette belle isthme comme on a vu sur l'étude de la circulation fœtale. Ensuite, si on peut répondre, c'est bon. Ensuite, pour les coronaires, l'évaluation des coronaires est primordiale dans cette cardiopathie parce qu'il peut y avoir des anomalies coronaires dramatiques conduisant à ce qu'on appelle une circulation coronaire qui est dépendante de la perfusion par le ventricule droit. Donc en fait, en particulier dans les formes avec une hypertrophie majeure du ventricule droit, il peut y avoir les sinusoïdes embryonnaires peuvent se mettre en communication avec le réseau coronaire et en fait peuvent persister au lieu d'involuer. Et donc, ce qui fait la persistance des communications entre le ventricule droit, très trabéculé, et la circulation coronaire. Et comme il y a une perfusion par le ventricule droit, eh bien, il n'y a pas de flux forcément proximal très important et il peut y avoir le développement embryologique de sténose proximale des coronaires et à l'extrême d'atrésie des ostia coronaires. Et c'est dans ce cas-là qu'on va parler de circulation coronaire qui va être dépendante du ventricule droit. C'est-à-dire que si la pression dans le ventricule droit baisse, finalement, la pression de perfusion coronaire va baisser et il n'y aura plus de relais. Il n'y aura pas de relais par la perfusion antérograde par l'aorte puisque il y aura une sténose ou une atrésie. Donc, la présence de ces fistules coronaires avec cette circulation coronaire VD dépendante va être une contre-indication formelle à la décompression du ventricule droit puisqu'il y aura un risque de dysfonction myocardique si on fait une décompression du ventricule droit, c'est-à-dire une réouverture de l'atrésie pulmonaire. Et d'autre part, un autre élément à intégrer, c'est que les coronaires qui sont perfusés par le ventricule droit vont être perfusés avec du sang veineux désoxygéné. Donc, c'est un sang qui est moins riche et donc qui peut favoriser aussi une certaine ischémie myocardique. Voici des exemples anapathes d'une atrésie de la coronaire droite, ici à son origine, avec un aspect en pointe d'aiguille. Et puis, ici, de l'autre côté, des fistules coronaires avec absence de tronc commun et par la suite le développement de grosses fistules coronaires, comme ici, comme vous pouvez le voir, avec l'IVA, ces grosses fistules coronaires entre le ventricule droit et l'IVA. La coronaire droite, pareil, d'aspect plutôt atrétique. Et puis, on va voir d'autres images. Ici, sur une coupe du ventricule droit, avec cette communication entre le ventricule droit à sa partie infundibulaire et l'IVA. Et puis ici, une artère ectatique avec la fistule à ce niveau-là. On va le voir mieux sur des angiographies ou des échographies. Ici, le point d'appel échographique qui peut être à l'inverse une dilatation de l'origine des coronaires. Donc on peut avoir deux aspects sur les coronaires. Soit on peut avoir un aspect dilaté initial parce qu'il y a la fistule et donc il peut y avoir un shunt bilatéral. Donc on peut avoir à l'inverse des coronaires qui paraissent dilatés à leur origine, ou alors à l'inverse des coronaires sténosés et atrétiques. Donc on peut tout avoir. Mais en couleur, vous verrez ce flux bilatéral qui signe la fistule, le caractère fistuleux, et ça s'apprécie bien par les imageries complémentaires, comme par exemple ici sur un scanner qu'on avait fait il y a quelques années sur une forme assez sévère, des multiples fistules par la coronaire droite ou par la coronaire gauche. On le voit ici, là, la fistule par la coronaire droite et d'autres fistules par la coronaire gauche. Ici en haut, là, avec l'IVA et la circonflexe. Et puis ici, habituellement, une forme qui était assez jolie de fistule entre le ventricule droit et l'IVA. Et paradoxalement, c'était sur une sténose valvulaire pulmonaire critique. Ce n'était pas sur une atrésie pulmonaire à septum intact. Ça peut se voir de façon tout à fait exceptionnelle sur les sténoses valvulaires pulmonaires critiques. Et l'angiographie était assez
éloquente, avec ici un ventricule droit plutôt bien développé, un peu musclé à son apex, mais bien développé. Ici, la voie pulmonaire, avec plutôt une sténose supravalvulaire aussi à la bifurcation pulmonaire, une sténose valvulaire et supravalvulaire. Et en fait, cette volumineuse fistule avec l'IVA par le VD-IVA, et sur la coronaire droite, en haut à droite de votre écran, des petites fistules aussi multiples à partir d'ici d'une petite branche de la coronaire droite et de branches plus distales. Donc, malheureusement, ça a été une contre-indication formelle au traitement, à la dilatation et à la prise en charge de la décompression du ventricule droit chez cet enfant qui est resté de prise en charge palliative. Donc, les fistules sont reliées à la taille du ventricule droit, comme on l'a dit, et plus le ventricule droit est hypoplasique, plus on va être amené à pouvoir avoir des fistules. Ça reste des anomalies qui sont quand même relativement fréquentes dans ce type de cardiopathie. Et ça peut donc ici faire évoluer un enfant vers un programme plutôt univentriculaire. Et donc ça, c'est l'exemple de l'enfant que je vous ai montré plutôt en scanner, qui avait été finalement laissé de prise en charge palliative initialement. Son canal ne s'est pas fermé, donc il a pu survivre. Et puis, il a eu une dérivation cavo-pulmonaire partielle à 1 an. Voici l'aspect de son ventricule droit, qui est finalement alimenté avec un anneau tricuspide qui était très hypoplasique, mais un ventricule droit qui est alimenté par les fistules. Et vous voyez l'aspect en cathétérisme avec des fistules majeures qui se développent vers le distal, qui se développent vers l'IVA et ici vers la coronaire droite. Et des fistules qui grèvent le pronostic, ce sont les abscisses qui évoluent vers le fontan, en particulier lorsqu'il y a des fistules, sont des fontans de très mauvais pronostic, avec des risques de mort subite assez difficiles à prédire. Donc, après avoir vu toutes ces considérations anatomiques, on a bien sûr commencé à parler aussi des conséquences physiopathologiques qui vous sont résumées ici. Mais la physiopathologie de la psy, il n'y a pas de flux antérograde vers les artères pulmonaires. Donc, c'est une ductodépendance pour la perfusion pulmonaire. Ça sera du coup ce qu'on appelle en termes de physio pour vous lors des exercices une cardiopathie à sang mélangé. La saturation dans la plaie va être la même que la saturation dans l'aorte, ce qui vous donne, si on veut faire le QPQS simplifié, un QPQS à 30 sur 100 moins la saturation dans l'aorte. QPQS, là il manque le QPS en dessous. Et bien évidemment, il faut regarder le shunt droit-gauche interatrial et en particulier rechercher éventuellement son caractère restrictif. Ce shunt droit-gauche explique une cyanose néonatale réfractaire avec l'absence de stress respiratoire. C'est vraiment une cyanose réfractaire, comme vous l'avez vu dans les prises en charge initiales. Il y aura éventuellement un souffle qui sera un souffle de fuite tricuspide ou le souffle du canal. L'hypoplasie du ventricule droit qui est variable, comme on l'a vu dans les différents exemples que j'ai pu vous montrer. Et du coup, des circuits de substitution dans cette cardiopathie avec forcément un circuit ODVD, éventuellement sinusoïde, aorte, canal AP, s'il y a des fistules coronaires. Le trajet OD-OG, VG, aorte, canal AP. Et puis, s'il y a une fuite tricuspide, on a des flux aller-retour ODVD, ODVD, ODVD et OD-OG qui expliquent la dilatation de l'oreillette droite. Si on a un petit canal artériel, eh bien, on va avoir une cyanose puisqu'il y aura une baisse de la perfusion pulmonaire. Et si on a un petit FOP, on va avoir un gros foie, un débord hépatique, puisque l'on aura une baisse de débit systématique. Alors, sur les principes de prise en charge vont être conditionnés par la morphologie ventricule droit et les lésions qu'on vient de détailler, mais globalement, plus le ventricule droit est hypoplasique, évalué éventuellement par le Z-score de la valve tricuspide, plus on s'orientera vers une réparation univentriculaire avec d'abord un Blalock, et puis ou un stent du canal, puis une dérivation cavo-pulmonaire partielle, puis éventuellement une dérivation cavo-pulmonaire totale. Lorsque le Z-score et le ventricule droit est bien développé, généralement lorsque le Z-score est à plus de -2, entre -2 et au-dessus, eh bien, on va plutôt s'orienter vers une stratégie de décompression du ventricule droit, que ce soit par KT, éventuellement complété par SHIR après pour une ouverture VDAP, avec parfois la nécessité d'apporter un petit complément de perfusion pulmonaire après le geste parce que le ventricule droit est un peu compliant. Il y a besoin parfois d'un petit complément par un petit Blalock ou un petit stenting du canal associé qui, par la suite, ne sera éventuellement plus nécessaire. Donc, c'est pour ça que le Z-score et l'évaluation du ventricule droit est un élément clé de la prise en charge initiale pour diriger la prise en charge. Donc, en gros, si on fait un résumé, en tripartite avec un bon Z-score de la valve tricuspide, eh bien, ça sera perforation de la valve pulmonaire et on va essayer de repartir vers une stratégie biventriculaire d'emblée. Si on a un ventricule droit bipartite avec un Z-score de la valve tricuspide
qui est proche de -2 ou en dessous, eh bien, on pourra éventuellement avoir au départ une stratégie avec décompression, plus un stenting du canal ou un Blalock. Et en fonction de l'évolution, si le ventricule droit par la suite se développe bien, eh bien, le Blalock se fermera tout seul ou on le fermera par cathé et puis l'enfant sera en biventriculaire. Ou alors, si même dans l'évolution, ça ne suffit pas et l'enfant reste dépendant d'une alimentation complémentaire pulmonaire, eh bien, on réalisera une dérivation cavo-pulmonaire partielle, c'est ce qu'on appellera la réparation à 1,5 ventricule. Et dans les formes les plus sévères, VD unipartite, eh bien, on fera d'emblée une prise en charge univentriculaire, comme je vous l'ai détaillé précédemment. Et quand il y a les anomalies coronaires, là, c'est vraiment cas par cas, mais c'est plutôt un élément péjoratif pour la prise en charge et plutôt un élément qui, habituellement, en particulier lorsque c'est VD dépendant, va contre-indiquer la décompression du ventricule droit. Cet arbre pulmonaire, cet arbre décisionnel que vous pourrez reprendre tranquillement lorsque vous regarderez le cours. Vous illustrez ici en gros une quasi-abscisse, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une forme où en fait, il y a l'atrésie du plancher valvulaire, mais en fait, finalement, quand on cherche avec le guide, on va trouver un micro-passage sans avoir besoin de perforer. On arrive à voir en échographie. Donc, c'est pour ça que c'est des formes frontières entre SVP critique et abscis qui sont finalement un peu le même spectre de maladie. Donc là, c'était ce qu'on peut appeler une quasi-abscie ou une abscie percée. Et on a ensuite dilaté au ballonnet avec un bon résultat, une fuite pulmonaire, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, la fuite pulmonaire va aussi aider à faire grandir le ventricule droit. On n'a pas trop de choix, hein, c'est des formes d'atrésie pulmonaire. Et par contre, lorsqu'il n'y a pas du tout de passage avec ce petit guide, on peut être amené à devoir perforer la valve pulmonaire ici avec la radiofréquence pour d'abord ouvrir le passage. On met un petit guide ballon coronaire, puis ensuite on va dilater de façon un peu plus large et réouvrir le passage. Après décompression, l'évolution peut être variable. Habituellement, lorsqu'on a un bon résultat avec une baisse de la pression dans le ventricule droit et éventuellement une fuite trique, une fuite pulmonaire, ça peut aider à bien faire grandir le ventricule droit et on évoluera vers le biventriculaire. À l'inverse, parfois, même malgré la décompression, il reste un certain degré d'obstacle infundibulaire qui peut nécessiter une ouverture VDAP complémentaire chirurgicale et ou la nécessité de stenting ou de Blalock. Quelques exemples d'iconographie aussi post-opératoire. Ici, un enfant qui a été décomprimé par cathé, mais il persiste un obstacle infundibulaire. Là, ça peut faire poser la question d'une ouverture VDAP chirurgicale complémentaire pour bien faire baisser la pression, surtout quand on voit qu'il reste plus de 4 mètres encore sur la voie pulmonaire et que le ventricule droit paraît moyen, mais pas si mauvais que ça. La même chose en vue de dessous, avec un ventricule droit qui paraît, en tout cas dans cet aspect, pas si péjoratif, et toujours un obstacle, la perfusion complémentaire. Un exemple de stent du canal artériel. Alors, je ne suis pas du tout rentré dans le débat entre s'il y a besoin d'une perfusion pulmonaire complémentaire après décompression, est-ce qu'il vaut mieux un stent du canal ou est-ce qu'il vaut mieux un Blalock. Il existe toutes les écoles. Nous, c'est plutôt Blalock parce que aspect plus harmonieux, pas de débord du stent dans les artères pulmonaires, faciliter éventuellement le boucher par la suite, pas de compromission de l'artère pulmonaire gauche, mais il y a aussi beaucoup de centres qui développent le stenting dans les formes anatomiques qui le permettent, avec des résultats aussi satisfaisants. Donc, c'est vraiment des affaires d'école. Voici un exemple à nouveau de stenting, ici, avec le flux qui passe de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Voici un exemple, c'était un cathé qui était réalisé en préopératoire chez un enfant qui avait déjà une dérivation cavo-pulmonaire partielle, avec finalement une stratégie qui a été plutôt de partir sur, voyant cet aspect, de partir sur de l'univentriculaire qui a été adressé pour une dérivation cavo-pulmonaire totale, avec l'aspect de la dérivation. Et puis ici, le suivi, on avait repris à Marie-Anne tous les enfants qui avaient été pris en charge pour une sténose valvulaire pulmonaire critique ou une perforation d'atrésie pulmonaire. Et en fait, on avait regardé un peu sur le suivi moyen qui était seulement de 5 ans, quelle était l'évolution. Et on regardait chez tous ces enfants, en fait, finalement, un certain nombre a besoin d'un Blalock complémentaire. Et quel était le devenir après un Blalock? Finalement, parfois, le Blalock avait permis de passer un cap, le ventricule droit s'était bien développé, le Blalock s'était même bouché tout seul par la suite dans l'évolution, et il y avait eu besoin d'aucune intervention complémentaire par la suite. Parfois, il a fallu qu'on aille boucher le Blalock parce qu'il n'est plus nécessaire par la suite, et finalement, il surchargeait après l'arbre vasculaire pulmonaire et le ventricule gauche. Parfois, il a fallu faire une dérivation cavo-pulmonaire partielle en plus, mais relativement rarement. Le one and a half ventricle stratégie, c'était assez rare. Et parfois, par contre, on avait besoin
gestes combinés, de refaire un geste de dilatation valvulaire pulmonaire ou alors d'avoir une valvulectomie chirurgicale pour avoir un meilleur résultat sur la voie VDAP. Et pour avoir un résultat optimal. Donc, en fait, finalement, on ne peut pas dire qu'après une perforation d'abscie, on peut avoir quand même besoin d'une prise en charge assez agressive, entre guillemets, assez active par la suite. Il y a un dernier point, c'est que parfois, certains gardaient un FOP ou une CIA perméable qui, alors que le ventricule droit s'était plutôt pas trop mal développé, continuait quand même à chanter droit-gauche. Et donc, on est parfois amené dans certaines situations, après vraiment une bonne réflexion et vérification que ça ne modifie pas l'hémodynamique et que ça ne fait pas monter la pression dans l'oreille droite, on peut être amené à fermer le FOP ou la CIA par voie percutanée. Et enfin, ce qu'on va voir, là on ne voyait pas encore parce que le suivi n'était pas assez long puisqu'on n'a pas encore assez de recul, mais on commence à avoir des patients maintenant qui arrivent à l'âge adulte avec une fuite pulmonaire importante, un ventricule droit qui se dilate et qui vont avoir nécessité d'une revalvulation pulmonaire. C'est ici un cas partagé par Clément Carcenti à Toulouse avec qui on a fait ensemble ce cas récemment. Et en fait, c'est une jeune fille qui avait une abscie qui a été perforée en période néonatale. C'est le seul geste qu'elle a eu avec un ventricule droit qui s'était bien développé. Et en fait, comme il y avait une fuite pulmonaire libre, son ventricule droit était très dilaté. Donc, alors qu'elle n'a jamais été opérée, on a été amené à devoir prestenter puis mettre en place une valve pulmonaire percutanée. Donc, c'était à la différence de la prise en charge des patients quand il y a été trajet de Fallot. Là, il n'y avait aucune adhérence médiastinale. Donc, c'était une voie qui était très souple. C'est ça qui rendait cette technique un peu plus challenging et avec une voie qui était très large. Ici, finalement, la montée de la valve Edwards et le résultat final avec une valve Sapien 23-29, vraiment un des diamètres maximum. On était proche de la limite et de ce qu'on pouvait se permettre en termes de taille pour que ça puisse tenir. Hop. Et donc, finalement aussi résumé par cette diapo, vous regarderez tranquillement les différents algorithmes de prise en charge qu'on peut avoir pour la prise en charge thérapeutique des patients avec abscie en fonction du degré d'hypoplasie du ventricule droit. Voilà pour l'abscie. On va attaquer le dernier chapitre, mais peut-être s'il y a vraiment il y a vraiment la place pour quelques questions. Et la sténose des veines pulmonaires, on le fera en échographie. Comment évaluez-vous si le VD est ou tripartite? Alors, en incidence des 4 cavités, on verra essentiellement la partie d'admission et la chambre trabéculée, donc ce qui permettra de voir si on a ces deux composants. Donc, dans les différentes formes échographiques que je vous ai montrées, il y avait parfois des aspects avec chambre trabéculée comblée par du muscle. Et donc, dans ces cas-là, il y aura déjà qu'une chambre d'admission. Et après, il faut basculer sur un parasternal courax, que ce soit en parasternal ou en sous-costal, courax, pour avoir dégagé l'infundibulum pulmonaire. Et donc, vous aurez regardé à ce moment-là aussi les 3 aspects de votre ventricule droit. Si l'infundibulum pulmonaire est comblé, que la chambre trabéculée est comblée et qu'il n'y a qu'une chambre d'admission, on va parler de VD unipartite. Si vous avez que la chambre trabéculée qui est comblée, mais un infundibulum présent et une admission présente, on va parler de ventricule droit bipartite. Et si vous avez les 3 chambres présentes, on va parler de ventricule droit tripartite. Si en cas de fuite tricuspide, il n'y a pas de retentissement auriculaire droit, retentissement genre... Larson, Louis Ndoula, je n'ai pas bien saisi la question. En cas de fuite tricuspide dans les sténoses valvulaires pulmonaires, quel peut être le retentissement de la dilatation de l'oreille droite? Bien évidemment, les dilatations à long terme peuvent favoriser les troubles du rythme, mais normalement, habituellement, peut-être la précision qu'on peut apporter, c'est quand on va soulager l'obstacle valvulaire pulmonaire, lorsqu'on va faire baisser la pression dans le ventricule droit, ça peut être vrai aussi pour la psy quand c'est des formes fonctionnelles, de fuite tricuspide fonctionnelle, ça va faire baisser la fuite tricuspide. Encore une ou 2 questions. On finit sinon en 10 minutes rapidement sur les sténoses des veines pulmonaires. Ok. Pas d'autres questions. On enchaîne. Sténose des veines pulmonaires. Alors, sténose des veines pulmonaires, ça, c'est un obstacle sur une ou les 4 veines pulmonaires qui peut être congénital ou acquis ou post-opératoire, qui va être à l'origine d'une hypertension pulmonaire post-capillaire, finalement d'une stase du retour veineux pulmonaire avec un œdème aigu du poumon. Et cette hypertension pulmonaire peut par la suite générer une hypertension ventriculaire droite et une défaillance droite, mais
ça sera dans la définition une hypertension pulmonaire post-capillaire, puisque ça se passe après le lit vasculaire pulmonaire. Quand c'est congénital, c'est heureusement très rare, parce que c'est une malformation extrêmement grave et de prise en charge difficile. Il y a un lien éventuellement connu avec la prématurité, en particulier pour la branche gauche, avec des hypertensions pulmonaires associées à une détresse respiratoire chez ces prémas. C'est une maladie qui est évolutive, c'est-à-dire que ça peut parfois commencer sur une veine, puis ça va s'étendre en amont de plus en plus. Donc le chirurgien il peut traiter la distalité de la veine, puis en fait en post-opératoire, la maladie continue à progresser de façon inflammatoire et imprévisible et finalement de façon très décevante pour l'opérateur en amont du geste et par la suite s'étendre aux autres veines pulmonaires. Le diagnostic n'est pas toujours évident en échographie transthoracique et les imageries complémentaires comme le scanner ou le CT vont avoir toute leur place pour l'évaluation de la morphologie et c'est extrêmement difficile à traiter avec en premier lieu la technique chirurgicale sutureless qui consiste à utiliser le péricarde et à ne pas faire de suture sur les veines pulmonaires pour éviter de favoriser un tropisme inflammatoire. Et c'est une maladie avec une mortalité qui est extrêmement élevée. Voici normalement sur la vue en crabe des 4 veines pulmonaires, l'aspect normal des veines pulmonaires supérieure gauche, supérieure droite, inférieure droite. C'est une coupe que je vous invite à vous entraîner après durant votre stage avec vos référents pour bien la faire, en particulier chez les nouveau-nés, parce que c'est une coupe qui est vraiment très intéressante et importante pour cette anomalie, mais qui n'est pas forcément facile. Voici le flux triphasique normal dans une veine pulmonaire, SDA. Peu importe les noms des incidences, mais c'est juste voir l'aspect et reconnaître un aspect normal de morphologie des veines pulmonaires. Et voici ce que vous allez avoir lorsque vous allez avoir une sténose des VP gauche, c'est-à-dire des choses pas très faciles à dégager, mais on voit un flux couleur continu sur l'abouchement des veines pulmonaires, que ce soit sur la première incidence ou ici en cas de cavité, on voit un aliasing et un gradient sur l'abouchement d'une des veines pulmonaires dans l'oreille gauche, plutôt gauche, et avec au Doppler continu, un aspect de flux continu ici qui n'a rien à voir avec la morphologie triphasique du flux que je vous ai montré précédemment. Et ça signe la sténose des veines pulmonaires. Donc l'imagerie complémentaire peut être vraiment très intéressante. Ici, la sténose de la veine pulmonaire inférieure gauche à son abouchement, avec en amont un aspect à peu près normal et en amont et au niveau de la sténose un aspect comblé, très remanié, très épaissi, très fibreux. Ici, sur une vue postérieure, on revoit à nouveau une lésion très serrée de la veine pulmonaire intérieure. Voici ce qu'on peut avoir. Alors, là, je vous ai montré des lésions isolées natives, mais c'est aussi une anomalie qui peut venir compliquer une prise en charge post-opératoire, comme par exemple après un retour veineux pulmonaire anormal total opéré, avec ici le développement on fait une angiographie de l'artère pulmonaire et sur le temps tardif, on analyse les veines pulmonaires avec une sténose ici sur l'anastomose du collecteur. La même chose sur la vue gauche, avec ici une anastomose, une sténose sur l'anastomose. Et donc, au cathétérisme, ça va vous donner un aspect d'hypertension pulmonaire post-capillaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une élévation de la pression capillaire pulmonaire. Et si vous avez un FOP ou si vous allez par ponction transeptale dans l'oreillette gauche, vous aurez une pression dans l'oreillette gauche basse. Et c'est le rare cas où la pression dans l'oreillette gauche n'est pas la même que la pression capillaire et où il y a un gradient capillaire OG qui est important. Donc là, on était passé du coup direct à travers le FOP pour aller cathétériser sélectivement l'abouchement du collecteur. Et à travers ce FOP, on voit ici finalement une sténose très serrée de l'abouchement du collecteur. Et en fait, le chirurgien avait volontairement laissé la veine de drainage en supracardiaque et finalement qui sert de soupape là, dans ce cas. La vidéo veut plus se lancer. Je vais mettre pause sur celle-là pour essayer de voir si elle veut bien. Et finalement, comme il y avait une sténose sur l'abouchement, hop, ça arrive. Voilà, on voit ici la veine de drainage qui n'avait pas pour le coup été clippée parce que c'était un collecteur difficile et donc il l'avait volontairement laissé et qui sert de dérivation finalement dans ce cas. Donc ici, un autre exemple de veine pulmonaire sténosée de prématuré. À nouveau, on est passé par le FOP et on est directement dans la veine pulmonaire supérieure gauche sténosée. Ici, la sténose de la veine pulmonaire inférieure gauche. Et donc, c'est la prise en charge. Alors, parfois, ces sténoses peuvent soit évoluer toutes seules, soit évoluer de façon dramatique. C'est une évolution qui est assez imprévisible sur ce type de lésion.
Et lorsqu'il y a nécessité d'une prise en charge, ça sera une technique chirurgicale de type sutureless en premier, avec un patch de péricarde de l'enfant qui va être cousu tout autour et qui va être utilisé autour des veines pulmonaires pour élargir. Et en fait, il n'y aura pas de suture des veines pulmonaires directement sur l'oreillette gauche, mais en amont, c'est le péricarde qui vient couvrir et qui sert d'enveloppe autour de l'abouchement des veines pulmonaires dont la partie sténosée a été résectée. Dans certains cas, et ça reste discuté, peut être envisagé parfois des traitements interventionnels avec des résultats qui sont assez médiocres. Donc, il peut y avoir, en fait, c'est le débat qu'il peut y avoir dans la prise en charge, c'est soit chez ces patients, c'est dans des réflexions médico-chirurgicales collégiales, soit on a une prise en charge initiale active chirurgicale et puis en cas de mauvaise évolution, malgré toutes les prises en charge, on peut être amené parfois à proposer une prise en charge palliative et un accompagnement. À l'inverse, certaines équipes vont proposer des prises en charge très, très actives qui peuvent reposer sur ensuite de multiples gestes interventionnels complémentaires au geste chirurgical et éventuellement allant jusqu'à la greffe cardio-pulmonaire pour ces enfants. Donc, je vais vous montrer ici quelques cas qui m'ont été transmis par Alain Fraisse. Donc ici, un premier cas d'un enfant qui avait une cardiopathie complexe, qui était plutôt en ventricule unique, qui avait été cerclé, puis avec évolution par des sténoses pulmonaires, veineuses pulmonaires, de façon assez diffuse et multiple, qui ont été multi-opérées. Et malgré les prises en charge chirurgicales sutureless, eh bien, on avait évolution dramatique. Elle a été inscrite sur liste de greffe. Encore une fois, on ne rentre pas dans le débat s'il faut inscrire ou pas, c'est juste vous montrer ce qui peut être proposé. Et derrière, voici l'aspect qu'au cathétérisme, il y avait chez cet enfant, avec une sténose en sifflet sur la veine pulmonaire, qui a été traitée par angioplastie avec mise en place d'un stent, avec un résultat immédiat qui était satisfaisant. On va le voir ici sur l'aspect direct, et qui a permis à cet enfant ensuite de pouvoir attendre jusqu'à être greffé. Et un autre cas ici de sténose, cette fois-ci sur des sténoses de collecteurs, pareil, multiples réopérations et finalement stenté avec une évolution qui a été favorable chez cet enfant. Et encore une fois, un autre cas de sténose isolée qui a pu être traité. Mais le problème de ces lésions qui sont prises en charge de façon active, c'est qu'on va le voir, c'est des problèmes de resténose. Vous voyez ici, en fait, un enfant qui a été stenté. C'est pour ça que finalement, ce n'est pas une attitude qui est vraiment vulgarisée. C'est parce que même avec le stenting, en fait, c'est comme avec la chirurgie. Finalement, ça reprolifère, ça resténose, ça réapparaît. Donc ici, le stent est quasiment bouché. Donc il a fallu, Alain Fraisse a derrière recanaliser ce stent bouché, utiliser des ballons un peu plus agressifs pour essayer d'avoir un résultat un peu plus satisfaisant. Vous voyez l'aspect très particulier des veines pulmonaires avec des petites collatérales qui se font entre les veines pulmonaires. Même sur le stent de la partie inférieure, qui était pourtant un stent de bon diamètre, on a vu une prolifération intimale en son sein. Et donc, sur le plan technique, il a eu un excellent résultat immédiat, mais c'est malheureusement des formes où ça reprolifère. Et même à droite, vous voyez, sur le stent qu'il avait posé, avec de nouveau une sténose très marquée. Mais bon, chez cet enfant, ça avait permis de passer un cap jusqu'à de nouveau la greffe cardio-pulmonaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions complémentaires. Et il y a deux questions, si tu les vois. En écho, donc ça on l'a fait. Déjà, il faut faire un tir Doppler continu ou pulser sur les veines pulmonaires. C'est les deux, je dirais, mais habituellement on fait plutôt un tir continu, mais c'est souvent des basses vélocités, donc le Doppler pulsé, ça passe aussi. Y a-t-il d'autres questions? Il y a combien de personnes, Amouda, connectées? 41 personnes. Moi, j'avais une question sur les veines pulmonaires. On considère les vitesses sont augmentées à partir de quelle vitesse? C'est pas tellement sur l'augmentation de la vitesse, c'est plus sur cette perte de cet aspect triphasique
que tu as vu. Tu vois, la différence, c'était il y avait un aspect de flux continu. Et cet aspect de flux continu, avec le père du SDA qui signait le caractère obstructif de la veine pulmonaire. Et d'autre part, tu vois aussi l'aspect couleur est intéressant pour voir aussi un flux continu avec cette aliasing. Donc, il n'y a pas une valeur précise, ce n'est pas un chiffre quantitatif qui est important, c'est plus la morphologie de la courbe des veines pulmonaires ainsi que l'aspect couleur. D'accord, merci beaucoup. À quelle heure vous avez besoin de ça ? En fait, on a prévu une RNA avant le stade. Bon, Sébastien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok. On va devoir donc clôturer. Bon, merci beaucoup. Merci Amouda, merci à tous et puis bon appétit et à bientôt. Bon appétit. Et donc, nous, on se retrouve à 14 h pour le cours avec professeur Bonnet pour les cardiomyopathies. Donc, à tout à l'heure, tout le monde, et bon appétit. Au revoir. T'as vu ?